Guillaume, je suis enchanté que tu m'accueilles chez toi. Ouais, ça va Parce bien. que d'habitude, on échange un petit peu de loin, tu vois, de Paris. Et je sais que tu es passionnant. J'essaie de t'enquiquiner bien souvent, mais t'as pas tout le temps la disponibilité pour me répondre. Alors là, comme c'est intéressant, tu vas pouvoir nous donner un état sérieux du problème de l'éducation en Guadeloupe. Voilà, parce que sur la Guyane, notre copain a pu nous Tout à renseigner, tu fait. as pu échanger avec lui aussi, donc en décalé. On a envie de savoir aussi sur la Guadeloupe. La Guyane, la Guadeloupe, c'est le même combat de ce côté-là, donc il doit y avoir des différences. Alors, il y a des différences, mais il faut bien voir qu'il y a beaucoup de similitudes aussi. Rien que sur la taille des établissements, quand Alexandre parlait de la taille des établissements qui sont démesurément grands et qui grandissent à toute vitesse, en Guadeloupe, ça grandit moins vite puisqu'on n'a pas le même problème démographique qu'en Guyane. Par contre, on a des établissements qui font 700, 900, 1000 élèves, ce qui en France et dans l'Hexagone est totalement non vu. On a deux établissements de plus de 1000 élèves, deux établissements de plus de 900 élèves, quatre établissements de plus de 700 élèves, et ça signifie tout simplement qu'il y a un manque d'investissement dans la construction de collèges, puisque toutes les études qui ont été faites démontrent que quand on dépasse 500 élèves, il y a des phénomènes de violence qui s'amplifient, il y a des phénomènes de contrôle des élèves qui sont beaucoup plus compliqués à mettre en place, et c'est bien sûr les élèves les plus défavorisés, les élèves les plus en difficulté, qui sont les premières victimes de ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on est face à un état des bâtiments qui est vétuste. C'est-à-dire que depuis le tremblement de terre de 1976 en Basse-Terre, eh bien, rien n'a été reconstruit pendant presque 30 ans, jusqu'en 2006. Ça veut dire qu'on a des bâtiments, il y a des Algeco qui sont là depuis 30 ans. Ça veut dire que bah, si on prend un élève type, il se lève le matin à 5h30, il déjeune ou il déjeune pas, il fait 45 minutes de transport en commun, parce que le bus, il y en a un, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un seul. Une fois qu'il a fait ses 45 minutes de transport en commun, il arrive à 6h15, 6h30 au collège. Ça sonne à 7h moins 10. S'il a de la chance, il y a de l'eau. S'il n'a pas de chance, bah, il y a une coupure d'eau. Hein. On sait que dès qu'on est en dehors des périodes de vacances scolaires, il y a une coupure d'eau tous les 3 ou 4 jours. Donc là, il peut se trouver sans eau toute la journée parce qu'il n'y a pas de fontaine d'aménager. Il faut qu'il fasse court. À partir de 9h le matin, il n'y a pas de ventilation, il n'y a pas de climatisation, il n'y a rien. Donc on entasse 28 élèves avec un prof dans une salle surchauffée. Il fait 30 à partir de 9h, il fait 35 à partir de 11h. Et ça va durer jusqu'à 17h comme ça. Entre midi et deux, ben, la pause, c'est soit ils mangent un sandwich à la morue, mayonnaise, dans un camion parce qu'il n'y a rien. Parce que dans beaucoup d'établissements, il n'y a pas de cantine. Et c'est ça qui est dramatique. Alors qu'on a le plus fort taux d'obésité et de surpoids chez les jeunes qu'entrent en sixième. Il y a très peu de cantine. On arrive, le gamin, donc il mange son sandwich, il mange ce qu'il peut, voilà. Si ses parents viennent le chercher, mais bon, les enfants de pauvres, on ne vient pas les chercher, hein, ils restent dans le collège, donc ils mangent ce qu'ils peuvent, un petit sandwich, un truc comme ça. Et puis ils repartent l'après-midi, alors on imagine dans quelles conditions, il fait encore plus chaud. Ben, quand il n'y a pas d'eau, ça veut dire qu'il n'y a pas été aux toilettes de la journée, parce que le conseil départemental vient juste d'envisager de mettre des citernes dans l'établissement, mais jusqu'à maintenant, il y en a très peu qui en sont dotés. Donc c'est-à-dire que le gamin, il ne peut pas aller aux toilettes, donc toute la journée, il va se retenir. À 17h, il sort de cours, 45 minutes de bus, et il rentre chez lui. Donc on voit bien que la situation, c'est déplorable. Et on est encore dans une situation où il y a quand même une forte ruralité, où beaucoup d'enfants font ce qu'on appelle les travaux agricoles, c'est-à-dire aller attacher les cabris, aller les détacher, etc. C'est encore quelque chose qui existe. Donc pour ceux qui font ça, ça veut dire qu'il commence la journée à 5h, il va attacher les cabris, il fait sa journée, puis à 18h quand il rentre, il va aider son père ou sa mère pour redétacher les cabris, etc. Donc là, on voit bien que c'est une journée qui est démesurément longue et qui est catastrophique. Il viendra à l'idée de personne aujourd'hui dans un bureau en Guadeloupe de travailler sans climatisation, sans ventilation. Il viendra à personne de travailler en Guadeloupe en demandant à un employé de ne pas avoir accès à l'eau dans la journée. Avec tous les élèves, on leur fait subir ça, sans aucun problème, sans aucun scrupule. Ça, c'est bien cet exemple, là, ce que tu viens de dire là pour terminer. Parce que quand nos énarques se posent des questions, en effet, ils le font dans un bureau quand ils sont ici climatisés, hein, pour juger d'une situation. C'est apocalyptique ce que tu nous dis là, hein. Et c'est assez exceptionnel, hein. Je vais demander vraiment à la France Insoumise, on va voir avec Jeff, qu'il puisse le repasser. Le repasser, parce que là, tu as dit la journée type de milliers d'élèves. C'est ça. De milliers d'élèves. Quand tu m'avais dit que quand on était venu en décembre avec Jean-Luc, hein, alors c'est combien, 1500 ou 3000, je ne me rappelle C'est plus. ça, C'est 1500. entre 1000 et 1500 tous les 1000 ans. et 1500 tous les ans qui sont déscolarisés, C'est hein, ça. dès l'âge de 16 ans, c'est C'est ça? ça. Ben, en fait, et même souvent avant Ouais, 16 ans, c'est-à-dire qu'en fait, c'est en fin de troisième. ouais, L'élève qui arrive en fin de troisième, on va l'affecter
lycée professionnel, lycée général, lycée technologique. Ouais. Donc si c'est le lycée général, donc c'est plutôt un bon élève, hein, parce que malheureusement on sait bien qu'il y a un tri social qui se fait aussi comme ça par les notes. Ouais. Donc le bon élève est au lycée général, donc il n'est pas trop loin, donc il va y aller. Mais le problème c'est que le gamin qui est affecté en lycée professionnel avec la carte des formations, on prend un exemple d'un gamin qui habite au Gosier, il est affecté au lycée professionnel de Capesterre-Belle-Eau. S'il a tonton qui habite à Capesterre-Belle-Eau, ben c'est formidable, il va aller sur une scolarité. Puis si la personne là-bas, il faut qu'il prenne 3 bus. Alors, quand on connaît la qualité des transports en commun en Guadeloupe, Tous 3 ceux qui bus, savent ça, alors là, ça veut dire qu'en fait, il il n'y vient va pas. pas, Il ira jamais. Bah Et oui. donc, le problème, il est double. C'est un, les transports en commun, mettre en place une véritable carte des transports en commun. Et puis deux, ça c'est la responsabilité de la région pure, c'est mettre en place des places d'internat. Quand on a un lycée professionnel, s'il n'y a pas de place d'internat, ça veut dire qu'on déscolarise volontairement des élèves. Et nous, on dit bien volontairement, parce qu'à un moment donné, si on voulait que les élèves y aillent, on construirait des places d'internat et une grande partie du problème serait solutionnée. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il doit y avoir, au lycée de Capesterre-Belle-Eau, je crois, il y a 1300 élèves et il doit y avoir 60 places d'internat. Enfin, c'est ridicule. Donc, quelle réponse ils vous portent, la région, par rapport à ça? Parce qu'ils ont été mendier des fonds, là, j'ai vu ça à l'Europe. Ils avaient l'air plus ou moins satisfaits, en disant on devrait pouvoir déjà arriver à avoir une ébauche. Alors, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté comme réponse? Alors pour l'instant, il faut dire les choses clairement, on Ouais. n'a aucune réponse. Voilà. Ça veut dire que les deux collectivités refusent de nous répondre. La seule instance où on peut discuter, c'est le Conseil d'éducation nationale. Et donc là, c'est de la langue de bois absolue. Ou alors on nous sort des horreurs qu'on préfère ne pas répéter et peut-être même ne pas les avoir entendues tellement c'est absurde. Et en fait, ils sont dans l'idée que le tri social, finalement, c'est peut-être une bonne chose. Et alors, ils ne le disent pas directement, c'est complètement implicite, mais en fait, l'idée, elle est derrière. Et comme le rectorat est exactement dans la même démarche que cela, c'est-à-dire que en fait, les enfants de pauvres, ils peuvent rester pauvres et puis ils n'ont pas trop besoin d'éducation parce que pour aller monter un mur ou pour finir chômeur, il n'y a pas de problème. Et puis qu'un enfant de riche, ils réussissent, les enfants de riches, ils réussissent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rectorat dit, mais non, mais il y a des réussites, il n'y a pas de problème. Effectivement, on a une élite qui réussit très bien. Mais par contre, c'est sorti la semaine dernière dans France Antilles, puisqu'on n'arrivait pas à obtenir les chiffres. On a un taux au baccalauréat qui est exceptionnellement haut. On est parmi les meilleurs, parce que là, on a forcé les Ils vous profs. cachent les chiffres, ils veulent pas vous les donner? Les chiffres de réussite dans le supérieur, ils ne veulent pas nous les donner, parce qu'en fait, c'est les seuls qui sont crédibles. Ouais. Puisqu'en fait, les chiffres de brevet et de baccalauréat, ils s'appuient dessus, puisqu'en fait, ils font pression sur les enseignants pour mettre une notation bienveillante qui leur permet de tricher et d'avoir des pourcentages formidables. Par contre, il y a deux choses sur lesquelles ils n'ont pas d'impact, et là, malheureusement, c'est criant. C'est la première année d'université. On a 10 points de retard à l'université de Guadeloupe par rapport à la moyenne de l'Hexagone. C'est-à-dire qu'en gros, on a 85% d'échecs en STAPS, pour dire les choses clairement. On a 65% d'échecs en droit. Ailleurs, c'est 10 points de plus partout. Et puis le deuxième indicateur, et là qui est dramatique aussi, c'est le ministère de la Défense qui fait des travaux globaux sur les élèves qui sont sur des cohortes. Et en fait, sur les enfants de 17 ans, on a en Guadeloupe 30% des enfants qui ne savent pas lire et qui ont des gros problèmes de compréhension. C'est-à-dire 1 sur 3 quasiment qui a des gros problèmes de compréhension et de lecture. D'accord. Donc quand on dit on veut combattre l'illettrisme, mais qu'on le favorise comme ça, bon, la démonstration est faite. Mais dis-moi, c'est explosif, quoi. C'est ça. Ce qui se passe en Guyane, vous le suivez, mais ça peut péter comme ça aussi. Tu sens que Disons que toutes les conditions sont réunies pour que ça explose de nouveau. Explose. Alors cette année, aujourd'hui, demain, ça c'est difficile à dire, c'est difficile à prévoir parce qu'il faut peut-être une étincelle, mais disons que toutes les conditions sont réunies et pour une raison très simple, c'est que on fait appel à la précarité. C'est-à-dire que pourquoi les élèves échouent aujourd'hui? Parce qu'on ne donne pas les moyens, je l'ai dit en bâti scolaire, mais on ne donne pas les moyens non plus en termes de moyens humains. C'est-à-dire que par rapport aux autres académies de l'Hexagone, on a en Guadeloupe 2 fois plus de précaires employés comme enseignants. Qu'est-ce que c'est un précaire? C'est quelqu'un qui n'a pas pu finir ses études, qui n'a eu aucune formation en éducation et qu'on jette, parce qu'il n'y a pas de bon, qu'on jette devant 28 élèves en lui disant écoute, débrouille-toi, tu as fait des études d'histoire, vas-y, allez, enseigne l'histoire. Sauf que, comme tout métier, être enseignant, ça s'apprend, ça demande une formation, ça demande des compétences professionnelles. Et quelqu'un qu'on n'a pas formé et qu'on jette sur le tas, alors peut-être que quand c'est pour remuer du béton, on apprend sur le tas, sauf que devant des élèves, c'est terrible parce que c'est une souffrance pour les élèves, et puis c'est terrible pour la personne. On met devant 28 enfants comme ça, sans avoir dans un lycée de 700 ou 800 élèves, j'imagine ce que ça doit être comme pression pour lui. Tu fais partie de la coordination qu'on a pu voir hier. Bon, je crois savoir qu'ils se réunissent ce soir.
Donc ça fait vos revendications, c'est ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire pour la formation des professeurs, pour faire des structures qui soient plus à proportion plus raisonnable pour éviter justement ça, la prise de scolarité donc jusqu'à 16 ans, mais au-delà, À la FSU, on dit même jusqu'à 18 ans, jusqu'à puisque 18 ans. on considère qu'aujourd'hui, avoir un bac, qu'il soit professionnel, technologique Ouais, ou général, c'est le minimum pour pouvoir 18 réussir ans. dans la vie. Parce que quand on voit aujourd'hui qu'on a 60% des jeunes 18-24 ans en Guadeloupe qui n'ont pas d'emploi, bien évidemment, c'est vers le haut, c'est en les formant plus qu'on pourra résorber ce type de difficultés. Si on ne les Ouais. forme pas, on les jette dans le mur et on le sait très bien. Est-ce que à la FSU, tu me dis si tu peux me répondre ou pas, hein, parce que c'est peut-être pas simple, est-ce que ce qu'on a pu mettre en place par rapport au programme de Jean-Luc, ça répond un petit peu aux attentes? Est-ce qu'il y a une attente du candidat Jean-Luc Mélenchon, ou pour l'instant on est dans un combat purement syndical et puis on attend de voir un peu. Alors, de toute façon, la FSU revendique son indépendance Ouais. par rapport à ça. Maintenant, il faut bien être clair, les propositions de Jean-Luc Mélenchon par rapport aux autres candidats, parce qu'on les a regardées, Mm. elles sont intéressantes. Elles nous paraissent particulièrement intéressantes pour ce qui concerne le lycée professionnel. Bon, c'est aussi le sujet qui maîtrise le plus, donc il n'y a Ouais, tu pas. t'attendais à une réponse de sa Voilà, part. et là, de ce côté-là, on est très satisfait. Mm. Maintenant, ce qu'on attend aussi, Voilà. c'est mettre en place une véritable politique des moyens Ouais. sur le collège et sur l'école primaire. Parce qu'en fait, pour l'instant, la scolarité obligatoire, c'est 6-16 ans, c'est primaire, c'est-à-dire CP jusqu'au CM2 et collège 6e, 3e. Et après, malheureusement, pour l'instant, c'est plus obligatoire. Et donc, si on ne met pas beaucoup de moyens pour que les élèves aient un haut niveau de qualification et pour élever le niveau de qualification de tous ces élèves-là, quand ils vont arriver dans les lycées généraux, les lycées techniques et les lycées professionnels, ils vont être en difficulté. Puisque par contre, dans les lycées, le niveau, lui, il y a encore une attente importante. Et donc nous, ce qu'on aimerait, c'est ce qu'on revendique pour la Guadeloupe, c'est le classement de toute la Guadeloupe en REP+, comme l'a obtenu la Guyane l'année dernière suite à une grève. Pourquoi? Pour réduire les effectifs, pour avoir plus de titulaires formés et moins de précaires, et puis justement pour arriver à cette bascule qui fait que tous les élèves peuvent réussir. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que quand on entasse 28 élèves dans une classe, on sait très bien qu'on va en abandonner. Et puis on abandonne qui? Nécessairement les plus en difficulté. Parce que les meilleurs élèves, on peut en mettre 32 dans une classe, ils vont réussir. Par contre, les élèves les plus en difficulté, on sait que malheureusement, le système les abandonne. Si on descend, le seuil, Piketty il l'a fixé à 22 élèves, c'est un sociologue, hein, c'est un homonyme, c'est pas le même que, Ah ouais, que parce celui que qu'on peut j'étais en connaître. train de Non, non, dire, ça y non, est, non, Piketty. Alors, pas du tout, non, non. Piketty, Non, bon. non, non, Vas-y. c'est un sociologue qui a bossé sur l'éducation et Mm. qui a bossé en partenariat avec la FSU sur la réduction des effectifs. Et il dit que passer de 28 à 25, il ne se passe pas grand-chose, que passer de 28 à 24, 25 à 23, il ne se passe pas grand-chose, mais le seuil que lui a fixé, il est à 21,2. Donc en gros, 21, 22 élèves. Donc nous, on dit, pour faire simple, 20 élèves par classe, et puis c'est réglé. Et ce seuil-là, c'est un seuil important qui permet justement de pouvoir s'occuper de tout le monde. Et je ne parle pas des solutions innovantes qui peuvent exister ailleurs, de la co-intervention, etc., qui coûte beaucoup plus cher en poste, hein, parce que si on met C'est important. Voilà. Ce qu'il y a de très important, c'est que tu nous as donné des repères, des seuils immédiats. Alors 20 pour les salles, un accord qui a pu être mis en place l'an dernier en Guyane. Donc ça veut dire qu'eux, ils demandent d'aller bien au-delà. Mais il y a déjà eu cet accord qui a été pris, Tout à fait. qu'il est possible de reprendre, nous, hein, dans le cas de Jean-Luc, hein, dans le cadre de la France Insoumise. Voilà. Et puis un représentant, Guillaume, qui est très au fait de la situation, que nous allons pouvoir interpeller très souvent, selon ses disponibilités. Voilà. Je pense que là, on a déjà un bon programme et ça mérite d'être écouté.